Bienvenue pour cette nouvelle pause geek en direct de ma bibliothèque. Et oui, le meilleur endroit pour parler de geekerie, entre guillemets. Et comme vous l'avez compris, nous allons parler de Star Trek Discovery. Mais pas que, nous allons parler de l'influence de Star Trek sur la société et sur la science. Oui, vous m'avez bien compris, la science. Alors c'est quoi Star Trek? C'est une série créée par Gene Roddenberry qui est apparue sur les écrans américains en 1966. C'est une série SF, mais ce n'est pas la plus vieille série SF. La plus vieille, c'est Doctor Who, et on en parlera une prochaine fois. Alors, c'est quoi, dans les faits, Star Trek? Eh ben, c'est une série originale, des années 60, et 8 spin-offs, ainsi que 13 adaptations cinématographiques. Les 3 derniers films font partie d'une trilogie qui a été créée par J.J. Abrams, et qui a relancé, on va dire, Star Trek au cinéma. On attendait juste, après ça, qu'on en relance la série dans le petit écran. Mais ça, on va y venir. Ce qui est intéressant avec cette série, c'est que nous sommes dans les années 60. Nous sommes dans la période de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Et ils s'affrontent à distance, mais aussi dans l'espace. Oui, c'est la pleine période de la conquête spatiale que l'URSS mène à ce moment-là. Avec Sputnik, avec le fait que ces cosmonautes, et pas astronautes, c'est le terme, il y a 2 termes différents, ont réussi à faire quelques pas dans l'espace. Et oui, les Américains traînent. D'ailleurs, John Fitzgerald Kennedy, le président américain, au début de son mandat, va émettre un discours pour motiver les troupes, motiver la NASA, pour qu'à la fin de la décennie, donc à la fin des années 60, un homme marche sur la Lune. Et plus précisément, un Américain, ce serait mieux. C'est ce qui se passe en 1969. La série Star Trek va s'appuyer sur ce contexte. Elle aura beaucoup d'analogies avec la situation d'époque. D'ailleurs, The Final Frontier est un terme utilisé par JFK dans son discours. Et oui, vous voyez, le lien, il est fort. Le lien avec la société, le lien avec la science. Oui, car cette série sera très en avance au niveau de la science. Et sera nettement plus réaliste que Star Wars. N'est-ce pas, Boba Fett? Star Trek est un véritable carton. Et les fans vont se multiplier de génération en génération avec les spin-offs. Et oui, et on va les appeler les Trekkies. Et oui, ils ont un nom, eux, contrairement aux fans de Star Wars qui n'en ont pas. Gene Roddenberry va développer de nombreux thèmes sociétals, comme le racisme, comme les excès du capitalisme, les excès de la science, les discriminations, l'intolérance. Oui, l'intolérance. Ne pensez pas qu'il a fallu attendre Star Trek Discovery pour parler de la question de l'homosexualité. Et oui, c'était fait bien avant. Il y a des épisodes de Star Trek qui en parlent également. Alors tout ça avec le contexte des années 60 pour la première série. Il y a beaucoup de thèmes qu'il a dû un peu diminuer. On est dans les années 60. Ce n'est pas la même ouverture d'esprit que de nos jours. Pourtant, il a réussi à faire passer pas mal de choses. Au départ, Gene Roddenberry voulait faire une série sur les explorateurs, ceux qui ont découvert l'Amérique, vous voyez, un peu dans le genre. Puis, il est tombé dans la SF. Du coup, on est parti dans les étoiles, avec le capitaine James T. Kirk, commandant de l'USS Enterprise, vaisseau de la Fédération des Planètes Unies et de l'organisme appelé Starfleet. Starfleet qui s'occupe de faire l'exploration spatiale. Mais Kirk n'est pas le premier capitaine. Oui, dans le pilote, qui s'appelait The Cage, le premier commandant de l'USS Enterprise s'appelait le capitaine Christopher Pike. Bizarrement, le pilote n'a pas marché. Donc, on a changé. Le seul acteur qui est resté, c'est Leonard Nimoy. Spock, oui, il était déjà là en officier scientifique. Et à l'époque, le numéro 1 de Pike était une femme. C'est peut-être pour ça que ça a eu du mal à passer. Avant que les sexistes ne se lèvent, je vous rappelle le contexte, années 60. Gene Roddenberry était très en avance. Peut-être qu'il a eu des petits blocages aussi là-dessus. Pourtant, par la suite, quand on prend l'équipage de Kirk, encadré encore, Kirk, oui, les personnages principaux ont tous des noms qui font référence à des personnages historiques. Kirk, c'est lié à l'amiral Kirk qui a participé au débarquement, le jour J, sur les plages de Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et oui. Donc je reprends, l'équipage de Kirk est cosmopolite à mort. Son premier officier, c'est Spock, c'est un métis humain vulcain. Il a un pilote qui est chinois, asiatique, qui est Sulu. Il a un deuxième pilote qui est Tchekhov, qui est russe.
Et surtout, alors là, ça fait couler de l'encre à l'époque, un officier de pont, une femme, qui s'occupe des communications, et qui est noire. Pour l'époque, c'était énorme de faire passer ça. Je dis bien pour l'époque. De nos jours, c'est monnaie courante de voir des gens d'origine différente. Mais là, ça montrait bien la diversité de l'espèce humaine. Et c'était très important pour Jane Roddenberry. Et oui. Alors, pour comprendre aussi mieux les choses, Star Trek, l'historique de Star Trek ne commence pas avec Kirk. Pour mieux comprendre, il faut partir en 2063. Alors que Kirk, c'est en 2266. Alors en 2063, qu'est-ce qui se passe? On est sur Terre. Le professeur Zefran Cochrane crée le premier moteur à distorsion. C'est-à-dire un moteur capable de créer une bulle de distorsion qui dilate l'espace devant et derrière, permettant au vaisseau qui est dans la bulle de voyager plus vite que la lumière. De son vol, qui sera bref, un vaisseau extraterrestre, Vulcain pour être plus exact, le détecte. Du coup, les Vulcains viennent rendre visite aux Terriens, considérant qu'ils ont atteint le niveau de voyager dans l'espace, grâce au moteur à distorsion. Pourquoi pas? À partir de là, les Vulcains vont pas vraiment aider, disons, regarder de haut les Terriens, pas dans le sens nous sommes les plus forts, mais plutôt les conseiller pour avancer. En sachant que la Terre sort de la Troisième Guerre mondiale, guerre eugénique, pour l'eugénisme, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont crus plus intelligents que les autres, qui ont dit qu'on va s'imposer, hein, c'est le principe de base. Et là, par la conquête spatiale, par les moyens qui sont mis en place, la pauvreté, les guerres, les famines, beaucoup de maladies vont disparaître de la surface de la Terre. Et l'humanité va s'unir dans un seul but, la conquête spatiale. Oh, c'est un vieux thème philosophique que quand l'humanité s'unit ensemble pour affronter et remonter une difficulté, ça marche mieux. Oh, ça a été prouvé, regardez les deux guerres mondiales, hein, quand on s'unit, on y arrive à remonter et à s'en sortir. Voilà. Donc l'humanité s'unit et part dans l'espace. Part pas tout de suite dans l'espace. Il faudra attendre 2151 pour voir le premier vaisseau terrien partir dans l'espace et commencer les explorations. Les Vulcains n'aideront pas, hein, comme j'ai dit. Alors vous allez me dire, ça c'est l'histoire de Star Trek, et tu nous as dit que c'était, ça mettait en avant la science, ça montrait des trucs vrais. Et là, voyage à la vitesse de la lumière, c'est impossible selon Einstein. Et je vais vous répondre, oui, c'est impossible. C'est impossible, on ne peut pas voyager plus vite que la lumière avec un moteur classique, une propulsion. Allez voir l'exoconférence d'Alexandre Astier, il vous expliquera que un vaisseau qui part à la vitesse de la lumière, le pilote, il part d'un état solide à un état liquide je ne vais même pas vous donner le temps, c'est pas possible. En bref, on finit dans un état pas possible à cause des masses, à cause des règles tout simplement de la physique. C'est donc impossible de voyager plus vite que la lumière. Ouais, c'est impossible. Pas pour cet homme. Le physicien mexicain Miguel Alcubierre, vous voyez la photo devant moi, en 1994, prouve mathématiquement que la distorsion, c'est-à-dire le principe de la distorsion spatiale en étirant le tissu de l'espace-temps dans une vague qui se contracte à l'avant, tandis que l'espace derrière se dilate, permettant à un vaisseau spatial qui serait à l'intérieur de cette bulle de distorsion, permet de dépasser la vitesse de la lumière sans les effets d'écrasement. Il l'a prouvé mathématiquement. Nous sommes en 1994. Il n'y a pas si longtemps que ça, lors du dernier AIAA Propulsion and Energy Forum à Indianapolis, aux États-Unis, une conférence a été menée par Joseph Agne, ingénieur en Propulsion Research Center PRC. Agne a partagé à l'occasion les résultats d'une étude qu'il a menée sur la théorie des distorsions. Selon lui, la création d'un système de propulsion Alcubierre n'est pas impossible, il est même relativement simple. Vous comprenez mieux pourquoi de nombreux scientifiques sont attirés par Star Trek. Donc Stephen Hawking, mon maître à penser de la science, qui est décédé malheureusement il y a quelque temps, le jour de Pi. Petite devinette, retrouvez-moi le jour de Pi. On verra ceux qui gagnent.
Et oui, d'ailleurs, Stephen Hawking était tellement émerveillé par Star Trek et par toutes les applications scientifiques qui étaient présentées, surtout dans Star Trek The Next Generation, que son rêve était de jouer dedans. Et il a joué dedans. Il a joué dans un épisode de Star Trek The Next Generation. Et ouais, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Maintenant, vous allez me dire, si on peut créer un moteur à distorsion, pourquoi on ne l'a pas créé? Et moi, je vais vous répondre, parce qu'on a un gros problème, qui s'appelle, tout simplement, la source d'énergie. On n'a pas la source. On n'a pas l'énergie nécessaire pour fabriquer une bulle de distorsion, permettant de voyager plus vite que la lumière, sans enfreindre les lois de la physique. Et oui, ça n'existe pas, ou ça n'existe pas encore. Et voilà ma transition toute simple vers Star Trek Discovery. Pourquoi? Parce que dans Star Trek, les moteurs à distorsion sont alimentés par ce qu'on appelle le dilithium. Un cristal qui émet de l'énergie, une radioactivité, qui permet d'alimenter les moteurs à distorsion pour créer la bulle de distorsion. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le dilithium devient instable? Oui, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est l'intrigue de la saison 3 de Star Trek Discovery. Et on va Discovery est le 6e spin-off de la série Star Trek Original. Je ne vais pas vous rappeler les autres spin-offs, mais je vais quand même aborder un point essentiel. Gene Roddenberry meurt en 1991. Il ne verra pas la fin des derniers spin-offs de Star Trek, mais il savait que la série, la franchise pour être plus exact, s'essoufflait et qu'il fallait du renouveau. Et il avait une idée qui tient en 3 mots. On casse tout. Oui, imaginons la Fédération s'effondre, que l'utilisation de la galaxie s'effondre à cause d'une catastrophe galactique, tout simplement, et qu'un vaisseau du passé, un vaisseau de Starfleet, revient pour réunifier tout le monde, pour permettre aux gens de s'unir à nouveau, pour vivre ensemble. Une vision très humaniste, comme la vision de Gene Roddenberry. Eh ben non, cette histoire n'est pas retenue. Et les producteurs créent une nouvelle série Star Trek, qui va s'appeler Star Trek Enterprise, du nom du premier vaisseau de Starfleet à voyager au-delà du système solaire de la Terre. Donc, on renvoie les fans en 2151 et on suit les aventures du capitaine Jonathan Archer, joué par Scott Bakula. Pour info, Scott Bakula avait senti que c'était dangereux de faire ça, de relancer une série Star Trek. Il voyait que la franchise s'essoufflait parce qu'il a dit « Je ne veux pas être le énième capitaine de Starfleet ». Les producteurs lui ont dit « Mais non, tu ne seras pas le énième capitaine de Starfleet. Tu seras le premier capitaine de Starfleet. » Et oui, parce qu'il endosse donc le rôle du premier explorateur, du premier capitaine de vaisseau de Starfleet à voyager au-delà du système solaire. Du coup, il a marché et il a signé. Au bout de 4 saisons, la série est annulée, à tel point que le dernier épisode est une ellipse de 6 ans dans le futur, c'est-à-dire que l'histoire commence en 2151 et se termine en 2161, mais comme il n'y a que 4 saisons, on fait un bond de 6 ans dans le futur, pour voir Jonathan Archer devenir le premier président de la Fédération. Car en fait, l'idée de base d'Enterprise, c'était de montrer comment la Fédération s'est créée. Entre deux, en 2001, l'idée que Gene Roddenberry avait évoquée, c'est-à-dire de tout casser, fait son petit chemin, mais ailleurs. Une série apparaît. Elle s'appelle Gene Roddenberry's Andromeda. Ça raconte quoi? Tout simplement ce que Gene Roddenberry avait imaginé. C'est-à-dire que la République galactique, ah oui, c'est pas la Fédération, c'est pas la même histoire, pas la même série SF, s'est effondrée il y a 300 ans. Les civilisations se sont séparées. Le capitaine Dylan Hunt, commandant de l'Andromeda Ascendant, vaisseau de la République, l'un des plus perfectionnés, est sorti de son sommeil, entre guillemets, parce qu'en fait il était en orbite autour d'un trou noir, donc dans l'horizon des événements. Donc pour lui, le temps ne s'est pas écoulé, si on peut dire. Et il se retrouve donc 300 ans dans le futur, avec un nouvel équipage, et il essaie de reconstituer la République galactique. C'est l'idée de base que Gene Roddenberry avait imaginée pour Star Trek, pour relancer la série. Andromeda fait 5 saisons, et fait son petit effet. Un bon petit carton. Côté cinématographique, en 2009,
J.J. Abrams, eh oui, reprend Star Trek et établit sa trilogie à partir comment on appelle ça déjà, un timeline différent. C'est-à-dire qu'un événement vient perturber la chronologie existante, changeant les destins de personnages et lui permettant de reprendre l'équipage de James T. Kirk avec Spock, avec des nouveaux acteurs, et de trouver un second souffle cinématographique pour la franchise de Star Trek. J'ai adoré cette trilogie, franchement, je l'ai adoré. Sauf, il y a un truc qui m'embête, et que vous allez comprendre tout de suite. C'est ça. Ah, il est magnifique, hein, c'est l'Enterprise de J.J. Abrams. Hein. Il est juste trop grand. Il fait, pour un Trekkie, il a la taille de l'Enterprise E. Donc non, il est trop grand. Vous allez comprendre. Envoyez les photos. Alors, c'est un petit problème de taille pour moi, j'avoue, parce que bon, c'est mon enfance, hein, l'Enterprise. Voilà. Le design aurait pu être un peu plus proche que... Enfin, il est proche, mais bon, c'est pas très grave. Cette trilogie, elle est énorme. Surtout le deuxième volet, Into Darkness. Alors là, celui-là, il est génial. Parce que c'est à la fois un remake de Star Trek 2, La colère de Khan, en même temps, une histoire originale de Khan qui fait référence à l'histoire qu'il y avait dans Star Trek original, qui est un épisode, les anciens conquérants. Franchement, c'est énorme. Il a fait un travail énorme. Et surtout, la participation de Leonard Nimoy en vieux ambassadeur Spock, qui existe dans la timeline originale, qui vient du futur et qui incorpore cette dimension parallèle pour jouer les mentors de Spock et de Kirk, c'est énorme. C'est simple, c'est énorme. Comme la taille de l'Enterprise. Ouais, bon, d'accord. Alors, niveau télé, c'est le néant. C'est tellement le néant que c'est Netflix qui va reprendre les droits de Star Trek pour produire Star Trek Discovery en 2017. Et ouais. Envoyez l'affiche. Nous sommes dans la timeline originale, quelques années avant que Kirk ne prenne le commandement de l'Enterprise. Et nous suivons les aventures du commandeur Michael Burnham, joué par Sonequa Martin-Green, sœur adoptive de Spock, qui a été élevée à la Vulcaine et qui essaie de se faire sa place à Starfleet. Son destin va croiser celui de l'équipage de l'USS Discovery, un vaisseau scientifique de Starfleet, alors que la Fédération est en guerre contre les Klingons. Ce qu'on dit pas, c'est que c'est un peu à cause d'elle que la Fédération est en guerre contre les Klingons, puisque c'est à coup de logique qui l'a mené à ouvrir les feux contre les Klingons. Bref, nous retrouvons ça pour la première saison, le conflit Fédération-Klingon. Mais surtout, cette série, il y a du monde. Il y a du monde. Photo. Vous la reconnaissez, c'est Michelle Yeoh, une actrice chinoise qui a une filmographie plus longue que mon bras. Elle joue Philippa Georgiou, l'un des mentors de Michael Burnham. Ce n'est pas la seule actrice de classe internationale qui va venir participer à Discovery. Il y a aussi John Isaac, qui va jouer le capitaine Gabriel Lorca, pour juste la première saison, qu'on connaît plus pour avoir joué dans Harry Potter, et surtout Doug Jones. Doug Jones. Ça vous dit quelque chose, Doug Jones? Disons qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir son visage. Il joue le commandeur Saru. Alors, qui est Doug Jones? Si je vous dis qu'il a joué Ab dans Hellboy. Oui, donc vous voyez, on voit pas très souvent son visage. Il a l'habitude de jouer des monstres. Et là, il joue le capitaine Saru, qui est un Kelpien. Donc une race extraterrestre assez grande et assez bizarre, mais très sympathique en demeurant. Voilà, ça, c'est l'équipage du Discovery. Alors le Discovery va affronter pas mal d'aventures. Pour la saison 2 d'ailleurs, et on le sait à la fin de la saison 1, le Discovery, donc après la guerre contre les Klingons, rentre en contact avec l'Enterprise. Mais c'est pas l'Enterprise de Kirk, comme je vous l'ai dit, parce que Kirk n'est pas encore le capitaine, c'est Christopher Pike. Et cette saison 2 va donner toute sa splendeur au personnage de Christopher Pike, à tel point qu'il est fort possible qu'il y ait une série autour de ce Christopher Pike et évidemment de Spock. Oui, parce que Spock
est déjà là. On le voit dans la saison 2. Encore un acteur pour jouer Spock, c'est le 3e. Hein. Et cette adaptation est énorme. Et, puisqu'on en revient à l'émission précédente, je vous avais dit que Discovery aurait pu être fait bien avant. Oui. Parce que la saison 3 de Discovery, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le Discovery est obligé de faire un voyage sans retour vers le futur, entre guillemets, de 900 ans. Et qu'est-ce qu'ils y trouvent? Eh ben, une galaxie dans le chaos. Pourquoi? Parce que le dilithium est devenu instable 100 ans plus tôt et a explosé. Tous les vaisseaux qui étaient alors en distorsion ont explosé. Donc les liens entre les civilisations se sont rompus. Mission du Discovery, tout simplement, renouer les liens, reconstruire la fédération, qui existe toujours, hein. Mais bon, quand vous suivez la saison 3, vous apprenez que la Terre et Vulcain ne font plus partie de la fédération, alors que ce sont quasiment les deux planètes de base, hein, puisque le quartier général de Starfleet est situé sur la Terre. Vous dites qu'il y a du boulot. Ah, j'ai oublié un truc essentiel. Le Discovery, il a un moteur sporique. Moteur S. Alors là, vous allez rigoler. J'ai pas trouvé la référence scientifique à ce qu'est le moteur S. Pour le moteur à distorsion, comme je vous l'ai dit, techniquement c'est faisable. Mais alors le moteur S, moteur sporique, c'est l'équivalent de la téléportation pour le vaisseau. C'est-à-dire qu'il peut passer dans ce qu'on appelle le réseau sporique et se déplacer où il veut dans la galaxie. Oui, je pense que celui qui a inventé le moteur sporique a fumé énormément. Ou alors il s'est inspiré très largement de la théorie des trous de verre. Stephen Hawking, de la capacité d'ouvrir un trou de verre et de passer ainsi d'un endroit à l'autre de la galaxie. Je ne vais pas vous expliquer qu'est-ce qu'un trou de verre, vous allez sur internet, on vous expliquera. Bien que le principe du trou de verre, je pense, a déjà été exploré dans Star Trek Deep Space Nine. Donc bon, j'ai pas trouvé encore de référence. Mais en tout cas, le moteur sporique est intéressant, surtout pour la saison 3. Puisque si le dilithium a explosé, enfin il en reste du dilithium, il y a encore des vaisseaux qui voyagent à distorsion, mais il devient instable. Et s'il existe un vaisseau qui se déplace instantanément et qui a un autre système de propulsion, vous pouvez imaginer que ça attire toutes les convoitises. Voilà. Alors, cette série fonctionne tellement bien, donc je vous l'ai dit qu'on a fini la saison 3, et la saison 4 et 5 sont commandées. Et ouais, Netflix est en train de se faire un pont d'or avec Star Trek, à tel point qu'ils ont racheté, disons qu'ils ont les droits sur toutes les séries Star Trek, ainsi que sur les 3 films de J.J. Abrams. Les autres films, les 10 autres films, les droits sont détenus par Amazon Prime. Pourquoi? Parce qu'Amazon Prime a décidé de produire sa propre série Star Trek. Ça s'appelle Star Trek Picard. Ça raconte les aventures de l'amiral Jean-Luc Picard, qui a décidé de sortir de sa retraite. Il était tranquillement installé à Château Picard, en France, en train d'exploiter son vignoble. Ouais, héros français. Et qu'il est obligé de reprendre du service de façon un peu aventurier, avec un équipage indépendant, pour aller sauver une jeune fille qui semblerait soit la fille, je mets des guillemets, du commandeur Data, le synthétique qui faisait partie de son équipage et qui lui a sauvé la vie à la fin de Star Trek Nemesis. Si vous voulez comprendre ce que je viens de dire, allez voir la série. Ça a cartonné, parce que Sir Patrick Stewart, à 80 ans, est toujours en pleine forme. Hein. Je vous rappelle que c'est le professeur Xavier de la trilogie originale X-Men et qui pète le feu. Quand je l'ai rencontré en 2019, il a dit tout le bien qu'il pensait du Brexit. C'est ironique ce que je dis. Hein. Je pense il va bientôt s'exiler en France à cause de ça, parce il a un anti-Brexit à mort. Voilà. Et donc, ça cartonne. Alors, petit point de raccord cinématographique. Picard a quitté Starfleet 14 ans auparavant. Nous sommes en 2300 pour l'histoire de Picard. Pourquoi? À cause de l'évacuation de Romulus, la capitale de l'Empire romulien, puisque le soleil du système solaire de Romulus a explosé en supernova, et qu'il voulait faire évacuer le plus de monde possible, et qu'il a eu des problèmes. Disons que Starfleet a mis les freins, parce que les Romuliens sont les ennemis, les derniers grands ennemis, on va dire, de la Fédération, et donc ils ont mis un petit peu les freins. Ce qui n'est pas très logique de la part de Starfleet,
Et on comprend un peu mieux par la suite, justement, à travers la première saison de Picard. Comme je disais, point de raccord cinématographique, l'explosion de la supernova du système solaire rogunien est le point de départ de la trilogie de J.J. Abrams. Ah, si vous n'avez pas compris, allez vous refaire la trilogie, vous comprendrez mieux. Voilà, du coup, saison 2 est en commande, donc Jean-Luc Picard est reparti pour de nouvelles aventures. Comme quoi, il y a du renouveau chez Star Trek, avec Picard, avec Discovery, et avec une série d'animés qui raconte les aventures d'un équipage de Starfleet, mais pas l'équipage qui sont dans le poste de commandement, mais plutôt ceux qui sont en dessous, qu'on ne voit jamais, les deuxièmes couteaux si vous préférez. C'est de l'humour, et j'ai pas encore tout vu, mais c'est sympa à découvrir. Voilà, je vous laisse avec ça, et donc la prochaine fois, nous irons faire un petit tour dans la boîte bleue du docteur, hein, ça va me prendre un peu de temps. Ici, là, je vais aller montrer ça au Discovery, oui, parce que j'ai décidé de casser les codes et de faire un petit tour sur le Discovery. À bientôt, énergie.